Les thèmes du 22h, ultimes arbitrages sur la réforme des retraites et dernière réunion à huis clos ce soir à l'Elysée. Et pendant ce temps, Force ouvrière a organisé sa journée de grève en solo. Entre 23 000 et 70 000 personnes ont manifesté contre la réforme des retraites. Pour en parler ce soir, c'est le futur numéro 1 du Parti communiste, notre invité, Pierre Laurent. François Fillon a tranché. Les ministres n'auront désormais plus le droit de cumuler leur indemnité ministérielle avec une pension de retraité. Plusieurs ministres sont concernés, parmi lesquels Michel Alliot-Marie, Roselyne Bachelot ou encore Patrick Devedjian. Et puis autre ministre dans l'actualité, Ramayad, épinglé par le Canard enchaîné sur le prix de sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Une chambre plus chère que celle des Bleus, mais que la secrétaire d'État au sport n'a pas occupée. Et puis l'État condamné pour l'insalubrité de sa prison de Rouen en cause des mauvaises conditions de détention. On en parle avec un ancien détenu, auteur de ce livre. Et j'ai mis le feu à la prison, c'est tout à l'heure. Et on commence tout de suite ce journal par la réforme des retraites. Le gouvernement dévoilera donc demain sa réforme qui sera construite sans surprise autour d'un recul de l'âge légal de départ à 62 ou 63 ans. Et aujourd'hui, Force ouvrière a justement manifesté contre ce projet. On écoute le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly. Une fois que le texte va être connu demain, il va être connu demain. A priori, je ne m'attends pas, sauf miracle, à ce qu'on nous annonce demain, écoutez, on ne touche pas la retraite à 60 ans, on n'allonge pas la durée et on va financer autrement. Donc s'ils annoncent un durcissement des conditions sur la retraite, après le bagarre va se mener contre le projet gouvernemental. On va changer la nature des choses. Et une bagarre efficace maintenant, c'est au moment du débat au Parlement. Donc ce sera vraisemblablement au mois de septembre. Et autre réaction aujourd'hui, celle de Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, qui invite le gouvernement à prendre des mesures permettant de retrouver l'équilibre financier du système des retraites à l'horizon le plus lointain possible, voire jusqu'en 2050. On l'écoute. Est-ce qu'on se donne un objectif à un horizon de 2020, de 2030, de 2050 ? Plus on fixe la ligne d'horizon loin, plus on assure la pérennité du système. Si on veut travailler dans cette réforme des retraites pour ceux qui ont 21 ans aujourd'hui, nous devons raisonner pour trouver un équilibre financier à l'horizon de 2050. La réforme des retraites à venir, on en parle avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors de quoi ce soir, Jean-Louis, est-on sûr? Qu'est-ce qu'il y aura finalement demain dans cette réforme? Alors ce dont on est sûr, M. Mailly l'a dit, puis vous l'aviez dit juste à l'instant, la retraite à 60 ans est terminée, ça sera officiel demain matin à 8h30 exactement. Ce qu'on ne sait pas, c'est de savoir si on va passer de 60 à 62 ans ou 63 ans. Ce qu'on ne sait pas également, c'est si en plus de ce report de l'âge qui ouvre le droit à la retraite, s'ajoutera un allongement de la durée de cotisation. Est-ce qu'il y aura au-delà des 41 ans qui sont maintenant prévus? Et on ignore aussi à quel rythme la chose se fera. Est-ce qu'on ira à 62 ans au rythme de 3 mois par an supplémentaires ou bien si on ira au rythme de 4 mois par an. Donc on connaît l'essentiel, mais on ne connaît pas les détails, et les détails sont très importants, et ils sont très importants surtout pour une raison politique. Supposez par exemple que le gouvernement veuille qu'on aille à 63 ans comme âge ouvrant le droit à la retraite. Si on y va au rythme de 3 mois par an, les 63 ans interviendront en 2019. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre à dos les syndicats qui, comme M. Mailly, sont très remontés, ou voire une bonne partie de l'opinion publique, pour quelque chose qui interviendra en 2019. Mme Parisot vient de répondre à l'instant. Il faut une réforme structurelle longue. Elle veut justement, en allant très loin dans le temps, justement qu'on montre qu'on fait des réformes très profondes et structurelles sur lesquelles il sera extrêmement difficile de répondre. Alors bien entendu, il y a des enjeux financiers derrière cela, mais il y a aussi un problème politique et qui nécessite un arbitrage du président qui sera sans doute définitif dimanche prochain. Alors Jean-Louis, on va continuer à parler ensemble des dernières annonces de la journée, il y en a eu beaucoup, mais d'abord, on va regarder ensemble cette altercation, on peut appeler ça comme ça, entre Marisol Touraine, en charge des retraites au PS, et le ministre Éric Woerth. C'était lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Quand on refuse de répondre aux propositions socialistes sur le fond, alors on n'a que l'invective à manier. Monsieur le ministre,
lorsque l'on appartient à une majorité dont le président de la République peut, sans se préoccuper de l'effet que cela produit, s'asseoir sur les engagements pris pendant la campagne présidentielle, alors qu'il avait déclaré qu'il ne reviendrait pas sur la retraite à 60 ans parce qu'il n'avait pas de mandat pour cela. Lorsque l'on appartient à une telle majorité, effectivement, on est mal placé pour donner des leçons de démocratie à l'opposition. La démagogie du Parti socialiste, c'est pas le courage. C'est pas le courage. Vous avez présenté une pseudo-réforme fiscale, pas une réforme des retraites. Et lorsque vous dites que vous avez un projet de réforme des retraites, eh bien moi je vous le dis, vous mentez. Voilà, Marisol Touraine, notez-le, qui sera l'invité du 22h demain. Jean-Louis, Éric Woerth aujourd'hui, il l'a dit, entend renforcer la taxation des retraites chapeau. Qui ça concerne ? Ça concerne essentiellement, disons, les grands patrons qui s'en vont en plus de leur retraite normale par une retraite supplémentaire qui est payée par leur entreprise, qu'on appelle une retraite chapeau. Et en réalité, il va effectivement, c'est clair qu'on va taxer ces retraites chapeau, qui le sont d'ailleurs dans une certaine mesure, mais on va augmenter leur taxation et on va assister sans doute, on nous annoncera demain, toute une série d'autres prélèvements. D'abord, les cotisations retraite des fonctionnaires vont augmenter. On ne sait pas à quel rythme ils vont rejoindre le lot commun, mais ces cotisations vont augmenter. On augmentera également certainement la fiscalité sur l'épargne et sur les revenus du capital, ce que l'on a fait d'ailleurs pour instaurer le RSA il y a de cela 1 an. L'augmentation de la fiscalité également sur ces retraites chapeaux et aussi sans doute sur les stock options. Ça fait déjà pas mal. L'augmentation égale la révision plutôt du calcul des dégrèvements de charges sociales pour bas salaires. Ça coûtera parce que les entreprises seront donc mises aussi à contribution, ça coûtera 2 milliards d'euros. Donc il y a toute une série de prélèvements. Et Madame Touraine avait raison de dire que Monsieur Sarkozy s'était engagé sur un maintien de la retraite à 60 ans, mais il avait pris un autre engagement également qui lui concerne plutôt la droite. Il avait dit qu'il n'augmenterait pas les prélèvements. Bien demain, on annoncera la fin de la retraite à 60 ans et en plus une augmentation de toute une série de prélèvements. Et on aura l'occasion d'en reparler demain, bien sûr, avec vous, Jean-Louis. Merci beaucoup. La suite de ce 22h, dans un instant, c'est notre invité politique. Ce soir, c'est le futur numéro 1 du Parti communiste. Ce dimanche, à l'issue du 35e congrès du PC, eh bien, elle prendra la tête du parti. Après Marie-Georges Buffet, c'est Pierre Laurent dans un instant. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est en images et comme chaque soir avec Pierre Bonne-Joseph. Elle avait appelé l'équipe de France à plus de décence en temps de crise. Une suite facturée près de 600 € aurait été réservée pour Ramayad. C'est le Canard enchaîné qui le révèle dans son édition à paraître demain. La secrétaire d'État au sport en déplacement en Afrique du Sud a réagi ce soir et elle affirme avoir dormi au consulat de France plutôt que dans la chambre du 5 étoiles qui lui était destinée. Au total, le voyage de la secrétaire d'État et de son équipe coûterait quelques 45 000 €. 2 personnes sont mortes aujourd'hui dans la région de Draguignan, le Var, traversée par des pluies torrentielles dans la nuit de lundi à mardi. Jusqu'à 25 cm d'eau sont tombés dans la petite commune de Lorgues. La préfecture appelle ce soir les Varois à rester chez eux. De son côté, Météo France maintient son alerte orange en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Corse. On ne pourra plus être à la fois ministre et retraité. François Fillon a tranché aujourd'hui. Les membres de son gouvernement ne pourront plus cumuler leur traitement de ministre et leur pension de retraite de parlementaire. La semaine dernière, la polémique sur la double rémunération de Christine Boutin avait contraint cette dernière à renoncer à une partie de son salaire. Plus largement, le Premier ministre veut réformer le régime de retraite des parlementaires. Il touche aujourd'hui une retraite à taux plein après seulement 22,5 années de cotisation. Il n'y aura finalement pas d'apéritif géant pinard et saucisson en plein quartier de la Goutte d'Or. La préfecture de Paris a jugé trop risqué la manifestation. Sur Internet, militants laïcs et d'extrême droite soutenaient l'initiative. Une initiative jugée trop provocante dans un quartier de Paris où la communauté musulmane est très présente. Fadela Amara a condamné cette initiative porteuse de haine et de racisme. De son côté, Marine Le Pen dénonce ce soir la capitulation de l'État français. Il est l'invité du 22h, c'est le futur patron du Parti communiste français, Pierre Laurent. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Alors, on connaîtra demain les détails de la réforme des retraites, mais déjà certains points sont précisés par le gouvernement, notamment des nouvelles mesures pour renforcer la taxation des retraites chapeaux et la contribution
des hauts revenus. Ce sont des mesures que vous réclamiez. Vous êtes satisfait? Oui, mais les mesures qui sont annoncées, visiblement, elles sont purement symboliques. D'abord, les retraites chapeau, il faudrait les supprimer, pas les taxer, parce que c'est une mesure totalement scandaleuse qui ne va qu'aux plus riches. Et puis les mesures dont vous parlez, oui, elles sont, c'est vraiment quelques euros par rapport à ce qu'on va prélever dans la poche de l'immense masse des salariés qui vont y perdre, et puis en termes de retraite et en termes de pension aussi. Alors si la gauche gagne en 2012, et un autre si vous êtes au pouvoir avec les socialistes, est-ce que vous revenez sur cette réforme, comme l'a dit Martine Aubry? Évidemment, ça sera même, je l'espère, une des premières mesures que prendrait la gauche. C'est une réforme pour 2 ans alors. C'est une réforme pour 2 ans. En tout cas, c'est un coup de force du gouvernement, puisqu'on voit bien que dans toutes les enquêtes d'opinion, l'écrasante majorité des Français restent hostiles à cette réforme. Donc s'il y avait un minimum Pas au report de l'âge légal, des 60 ans, il semble être acquis dans les différents sondages apparemment. Non, je crois pas. Écoutez, moi je fais beaucoup de débats sur le terrain, je rencontre beaucoup de salariés, je participe à beaucoup d'initiatives là-dessus. Il y a une très grande colère sur ce qu'est en train de faire le gouvernement. Il pourrait y avoir un débat sur la réforme des retraites au lieu d'ouvrir le débat. D'ailleurs, le gouvernement va annoncer demain matin les mesures. En vérité, depuis des mois, il a la réforme dans la poche. Il va l'annoncer fin juin pour un débat parlementaire qui va démarrer début septembre. Le calendrier, peut-être pas tout à fait un hasard. C'est bien parce que le gouvernement craint l'opinion des Français et leur mobilisation. Mais revenons sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire revenir sur cette réforme justement. C'est-à-dire qu'alors que partout en Europe, la gravité des finances publiques impose des décisions qui sont difficiles, c'est-à-dire que vous nous dites qu'en 2012, on va revenir à l'âge légal de 60 ans, c'est-à-dire un acquis social de 1982. Oui, absolument. Mais malgré la difficulté des finances publiques, comment vous allez faire pour financer qu'est-ce qui provoque la difficulté des finances publiques? C'est qu'on vient de donner en quelques années, ces 2 dernières années, on a mis des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros au plan européen, au plan mondial, pour soutenir des marchés financiers qui s'effondraient. Donc on renfloue les marchés financiers et on fait payer l'addition aux salariés et aux retraités. Et en fait, c'est ça qui provoque la crise. Donc on n'est pas en train de solutionner le problème de la crise, on est en train de l'aggraver. Parce qu'on continue de mettre de l'argent et à le donner à des gens qui le gâchent, alors qu'il faudrait plutôt le donner aux salariés pour relancer la croissance, la consommation. Et donc on s'y prend exactement à l'envers. Et de surcroît, en faisant comme ça, on développe des inégalités qui deviennent parfaitement. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas eu le temps de consulter. Pourtant, il y a eu de longues consultations. Le gouvernement a reçu les différentes parties. Ça ne vous a pas suffi pour convaincre? Non. D'ailleurs, les syndicats l'ont dit à de nombreuses reprises. Ils sont très mécontents pour ça. C'est qu'en vérité, il n'y a jamais eu de négociation. D'ailleurs, on avait fait pour l'environnement un grand Grenelle de l'environnement avec tout le monde. Là, le gouvernement, pas une seule fois, n'a mis autour de la table, ensemble, tous les syndicats, le patronat, l'ensemble des partenaires sociaux. Il n'y a eu que des rencontres bilatérales dans lesquelles le gouvernement informait ou écoutait, mais jamais il n'a voulu négocier et discuter sérieusement sur la réforme. Un point concrètement pour savoir quelle est la position du Parti communiste. La CFDT et le Parti socialiste sont prêts à voir bouger la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein. Et le Parti communiste? Non, je crois qu'il faut au contraire, il faut consacrer davantage, il faut trouver de nouvelles ressources. Donc non sur ce point aussi, vous ne bougerez pas, contrairement au Parti point, parce que si on dit la retraite à 60 ans, il faut être conséquent. Ça veut dire qu'on doit pouvoir partir à 60 ans avec une retraite décente. Si on dit oui à la retraite à 60 ans, mais que les conditions pour la prendre rendent impossible de partir à 60 ans, ça ne sert à rien. Donc si on dit retraite à 60 ans, il faut s'en donner les moyens. Nous, on pense que si on développe l'emploi, on va accroître les ressources. Oui, et si on fait vraiment... Mais vous tenez compte, Pierre-Laurent, de la situation économique aussi dans laquelle on est. Précisément, pour sortir de la situation économique actuelle, il faut combattre le chômage, il faut créer des emplois, sinon on ne sortira pas de la crise actuelle. Il faut aussi réduire les déficits. Oui, mais réduire les déficits en accroissant les ressources, les gens qui sont au travail, les gens qui cotisent pas en faisant payer les salariés et en vérité en ne tarissant pas la cause des déficits. Donc on va faire payer les salariés et puis demain il y aura de nouveaux déficits. Alors vous nous avez dit que les négociations sont allées vite et le calendrier va continuer à s'accélérer. Entre la journée de mobilisation de Force ouvrière aujourd'hui et la journée d'action, c'est le 24 juin, d'autres syndicats, le gouvernement a une semaine pour ficeler, j'allais presque dire, tranquillement sa réforme. Est-ce que la stratégie du gouvernement finalement n'est pas en train de réussir? Mais c'est une stratégie scandaleuse.
Ça relève du coup de force antidémocratique, puisque on va présenter on va présenter seulement aujourd'hui le projet de loi, alors que ça discute depuis des semaines et des mois, et qu'on demande un débat. On va le présenter en Conseil des ministres à la mi-juillet, et le gouvernement veut démarrer le débat parlementaire le 6 septembre. Si ça, c'est pas un calendrier pour empêcher le débat démocratique, et je crois que personne n'est dupe, tout le monde voit bien que le gouvernement essaye. Non mais écoutez, le gouvernement a annoncé ce débat il y a maintenant 6 mois. Donc on pouvait organiser un débat public, en créer les conditions. On pouvait faire un débat parlementaire. Vous avez eu 6 mois pour faire vos propositions. On pouvait faire un débat parlementaire au printemps. On n'est pas obligé de le faire dans un calendrier qui est en plein milieu des vacances. C'est la 3e fois qu'on réforme les retraites dans ce pays. Il y a eu 93, 2003 et maintenant. À chaque fois, ces réformes ont été faites pendant l'été. C'est bien parce qu'elles sont impopulaires et qu'on essaye de passer en force. Alors Pierre-Laurent, on va parler du Parti communiste. C'est ce vendredi 18 juin qu'aura lieu le 35e congrès du Parti communiste avec le passage de relais entre Marie-Georges Buffet et vous. Ça y est, vous devenez le numéro 1 du parti. Et c'est la question qui s'impose à tout numéro 1. Vous serez donc le candidat naturel du Parti communiste, peut-être s'il y en a un en 2012 ? Non, on n'en est pas là. Et nous, on veut travailler à une candidature de rassemblement issue du Front de gauche. Vous savez qu'on a initié un rassemblement aux élections européennes, aux élections régionales, et on veut déployer ce rassemblement parce qu'on veut un front qui s'élargisse en vue de 2012. Donc ça sera un candidat issu de ce rassemblement-là, un communiste ou pas un communiste. On en discutera au printemps de l'année prochaine. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon ou vous ? Ça, on verra. Les noms, le débat, il viendra en temps utile. Il y aura plusieurs noms sur la table. Il y aura une discussion, mais c'est pas le plus important au moment où on est. Il y a des noms qui n'y seront plus. Ce sont les 200 responsables, dont le député Patrick Brauzet, qui ont quitté le Parti communiste avec fracas. Comment vous allez aujourd'hui redonner du poids à ce parti qui, on pourrait le dire, n'a plus que la peau sur les os ? Non, écoutez, à chaque fois qu'il y a un congrès du Parti communiste, c'est un peu une rengaine. On nous reparle de la mort du Parti communiste. Donc à chaque fois, donc on est déjà mort 10 fois, et à chaque fois on ressuscite. Je sais pas, on doit être des gens spéciaux, parce que vu le nombre de fois où on nous a tués, où on a déclaré la mort du Parti communiste, non, le Parti communiste. Ce sont les militants qui vous tuent, c'est pas les questions. Non, il y a 200. Écoutez, il y a 134 000 adhérents au Parti communiste. Il y en a 200, dont une vingtaine d'élus qui viennent de nous quitter. J'ai moi-même dit à ces camarades que leur place était dans le Parti communiste. Je souhaite qu'ils restent. D'autant qu'on est en train de relancer le Front de gauche. On va rajeunir et transformer le Parti communiste. C'est pas le moment de partir. Donc, mais bon, ils sont partis et je le regrette. Mais il y a aussi 6 000 personnes par an qui adhèrent au Parti communiste, dont beaucoup de jeunes. Voilà, donc c'est un parti qui est vivant et dont la gauche va avoir besoin pour gagner les élections présidentielles de 2012 et les élections législatives. Et vous serez donc à partir de vendredi le numéro 1 du Parti communiste français. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà pour cet entretien enregistré en début de soirée. Puis à noter cette information, selon les Échos, l'âge légal de départ à la retraite serait donc porté à 62 ans d'ici 2018. C'est d'ailleurs à la une du quotidien que vous voyez à l'instant sur votre écran, daté de mercredi. Demain, c'est donc à la une des Échos. Le passage à 63 ans ne serait donc pas acté, croit savoir le quotidien. La suite du 22h et c'est l'heure du débat à présent. L'État a été condamné pour l'insalubrité de sa prison de Rouen. En cause, les mauvaises conditions de détention de certains détenus dans cet établissement. La France, toujours mauvais élève. On en parle dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, les faits avec Bérangère Dinglas. 3 détenus dans une cellule de 13 mètres carrés, sans cloison pour les toilettes et sans ventilation. Voilà pourquoi l'administration pénitentiaire a été condamnée. Pour le tribunal, c'est un manquement aux règles d'hygiène et de salubrité. Je veux rappeler que Rouen a fait l'objet d'un très vaste plan de rénovation, où notamment on a refait complètement tout le quartier mineur, où on a refait les cuisines, où on a refait la plupart des cellules. Ceci dit, il faut bien reconnaître que quand il s'agit de prisons anciennes, la configuration même des locaux ne permet pas de se mettre aux normes. Avec le lancement de la construction de 28 nouvelles prisons en 2002, la France a fait des efforts. Mais avec 61 600 détenus pour 56 800 places, la surpopulation carcérale reste une réalité en France. Halima Boumedienne-Terry se rend régulièrement dans les prisons. Pour elle, la solution est ailleurs. L'aménagement de peine est on va pas dire que c'est la solution, mais c'est un facteur déterminant sur la surpopulation. C'est un facteur déterminant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de détenus qui demain pourront être libérés
et faire leur condamnation à l'extérieur de la prison. Depuis 2008, les tribunaux de Caen, Nantes et Rouen avaient déjà pris des décisions comparables. Cette fois, le ministre a décidé de faire appel. Quant à la maison d'arrêt de Rouen, sa fermeture est déjà programmée. La réalité des prisons, on en parle avec nos invités ce soir. Laurent Jacquat, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, J'ai mis le feu à la prison. C'est un récit poignant sur les 25 années que vous avez passées en prison et sur cet engrenage infernal. Merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, Jean-René Le Serre, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP, rapporteur de la loi pénitentiaire. Alors, Jean-René Le Serre, on rappelle les faits, c'est le tribunal administratif de Rouen qui a donc condamné l'État à indemniser 38 détenus de la maison d'arrêt de Rouen pour leurs conditions de détention. Et on apprend aujourd'hui que le ministère décide de faire appel de cette décision. Est-ce qu'on n'est pas dans le déni ? Oui, et puis ça n'a pas beaucoup d'importance, si vous voulez, parce que le ministère a déjà fait appel d'autres décisions exactement identiques, et la Cour d'appel a confirmé les jugements de première instance. Donc je crois que ce qui est fondamental, c'est même pas le montant des indemnisations qui est donné, c'est effectivement de mettre la lumière sur le fait que les conditions de vie dans les prisons sont des conditions indignes, qui ne sont pas effectivement dignes de la République qui est la nôtre, que cela dure depuis très très longtemps, et que la loi pénitentiaire, qui devrait être réellement un changement fondamental, il faut la mettre en exécution le plus rapidement possible, parce qu'elle apporte toute une série de réponses à ce problème. D'accord. Juste pour les quelques aménagements, quand vous entendez Michel Alliot-Marie dire que des travaux ont été effectués pour améliorer le quotidien dans cette prison, vous pensez que c'est un peu de je pense, si vous voulez, ou... que ces travaux n'ont pas été d'ailleurs de très bonne gestion, puisque la prison dite Bonne Nouvelle, oui. Mauvais choix d'ailleurs, où il y a eu par exemple 2 morts, 2 détenus tués par leurs codétenus en 1 an de temps. Cette prison va être remplacée en 2015. Donc, il fallait peut-être accélérer le remplacement effectivement de la prison de Rouen par un établissement qui soit un établissement moderne, comme ça se fait quand même beaucoup depuis 2002, oui. puisque depuis 2002, il y a un plan de construction qui donne effectivement aujourd'hui des résultats, mais il ne faudrait pas que ce plan de construction amène à augmenter la population carcérale. Alors Laurent Jacquat, est-ce que vous auriez pu envisager la même démarche et porter plainte contre la maison centrale de Poissy pour vous? Moi, ce qui m'étonne, c'est cet appel, puisque en fin de compte, c'est ne pas assumer une réalité. Et aujourd'hui, il faut assumer ce qui se passe dans les prisons. C'est quand même un mort tous les 3 jours par suicide, sans compter le reste de la population pénale qui souffre. C'est quand même des morts tous les jours. Une violence terrible, une surpopulation terrible. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une catastrophe sanitaire dans les prisons. Moi, j'en viens des prisons. Je viens du fond des promenades. Vous avez passé 25 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Les lois, etc. Il y a l'esprit et la lettre. Il n'y a rien qui est appliqué. Vous vous rendez compte? On ne veut pas avouer, on ne veut pas dire qu'en France, aujourd'hui, les prisons, elles sont pourries. C'est une poubelle. Vous comprenez? On met les fous, on met les enfants, on met les femmes enceintes, on met tout le monde dans les prisons aujourd'hui. Même les malades. On construit des hôpitaux prisons. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire? Il y a 25% de non-condamnés dans les prisons. Présomption d'innocence, mais vous voyez? Alors monsieur me disait 40% il y a 10 ans, mais il y a toujours 25%. Des malades, moi je suis séropositif, j'ai été malade, j'ai fait 25 ans de détention, j'ai fait 50 quartiers d'isolement. Aujourd'hui, il y a des malades qui sont dans les mitards et dans les quartiers d'isolement. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se suicident parce que la prison est devenue tellement dure que les gens ne peuvent plus résister à cette pression. Jean-René Le Serre, c'est un constat, c'est un vécu d'abord, c'est le vécu de M. Jacquat, mais c'est un constat qui est terrible. Est-ce qu'on peut quand même dire que les prisons changent? Vous savez, 2000, commission d'enquête du Sénat, titre de la commission d'enquête, oui. Prison en France, une humiliation pour la République. Pendant 9 ans, il ne se passe rien sur les conditions de vie des prisonniers, puisque la loi pénitentiaire, c'est 2009. Alors pendant 9 ans, il s'est passé effectivement les constructions de nouvelles prisons qu'il fallait faire, et la loi Perben a lancé effectivement ces constructions. La loi pénitentiaire, et je comprends bien l'impatience de monsieur, mais la loi pénitentiaire, elle vient d'être promulguée. Elle a été promulguée dans les dernières semaines de 2009. Fait ses effets, elle commence à faire ses effets. Moi, j'ai interrogé Michel Alliot-Marie il y a quelques jours, par exemple, sur la modification du Code des marchés qui va donner un droit de préférence aux entreprises qui donnent du travail aux personnes détenues. Le décret est imminent. La loi pénitentiaire, elle prévoit qu'en matière correctionnelle, l'emprisonnement doit être l'exception, que l'aménagement de peine doit être la règle. La loi pénitentiaire, elle modifie le régime des fouilles. La loi pénitentiaire, elle prévoit effectivement de multiplier les aménagements de peine. Monsieur a raison quand il dit qu'il y a encore beaucoup trop de détention provisoire. Il y en a beaucoup moins qu'hier, et il l'a précisé. Oui. Mais on va mettre en place
c'est la loi pénitentiaire qui l'a décidé, l'assignation à résidence avec bracelet, qui va permettre d'éviter la détention provisoire. Ça, c'est toutes les mesures qui sont contenues dans la loi. Juste un mot, Laurent Jacquat. S'il y avait une mesure prioritaire à faire passer justement sur les prisons, laquelle devrait être tout de suite menée? L'alternative à la prison, en priorité. La peine moyenne en France, c'est 9 mois. C'est moins d'1 an. Sur 90 000 passages en prison, 86%, c'est moins d'1 an. On met des jeunes dans les prisons, ils sont cassés complètement. Il y en a qui ne résistent pas, ils se suicident avant. Pourquoi on les met en prison? Pourquoi il n'y a pas d'autre alternative à la prison? En plus de ça, la loi pénitentiaire, on en parle comme si c'était la chose qui allait tout régler. Mais moi je vous le dis, ils n'ont même pas le budget et les moyens pour pouvoir le faire. On est le 23e pays en Europe pour le financement de la justice. C'est une réalité? Pas tout à fait. Il y a des moyens aujourd'hui qui sont des moyens extrêmement importants qui sont consacrés à la construction de prisons nouvelles. Moi, je suis de ceux qui disent que lorsque le programme Perben sera terminé, il y aura 63 000 places de prison. 63 000 places de prison, c'est amplement suffisant. Autrement dit, il faut arrêter de construire des prisons nouvelles. Il faut arrêter de consacrer des moyens financiers à embaucher des personnels de surveillance pour faire tourner les prisons nouvelles. Il faut embaucher des personnels d'insertion et de probation. Il faut développer les TIG, le travail d'intérêt général, qui est effectivement une alternative à l'incarcération. Et de cette façon-là, on arrivera à mettre en place ce que le Sénat a sauvé quand même dans la loi pénitentiaire, c'est le principe de l'encellulement individuel. Ouais. Et c'est le principe de l'encellulement individuel, moi je suis convaincu que ce moratoire est le dernier et que dans 4 ans, ce principe sera appliqué. Je signale quand même que depuis que la loi pénitentiaire a été votée, ça paraît rien, mais on a baissé de 4 000 le nombre de personnes détenues. Ça, c'est de la politique qui parle. Il faut parler de la réalité. Moi, je parle du fin fond des promenades. Je vous dis, il y a 40% de gens qui sont malades mentaux dans les prisons. Il y a des jeunes, il y a des gens qui sont malades. Il faut quand même comprendre qu'on est en train d'enfermer une population qui n'a pas à être en prison. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les alternatives à la prison, c'est pas la construction des prisons. Alors, où est-ce qu'on va? Faudrait savoir. La politique pénale aujourd'hui, c'est de la répression totale. Donc, même la suspension de peine, vous savez, même la suspension de peine, 5 renforcements de la suspension de peine, même les gens malades, mourants, ne sortent que mourants. Il n'y a que Papon qui est sorti. Oui, justement. Sur la belle hypothèse, il a raison. Mais on peut rappeler que les sénateurs aussi ont rendu public un rapport sur les malades mentaux en prison. On va déposer une proposition de loi, effectivement. Donc voilà. Et j'invite vraiment à lire ce livre de Laurent Jacquat, J'ai mis le feu à la prison. C'est vraiment poignant et on parle d'un engrenage infernal. On y apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir été les invités du 22h. On va passer à présent à la dernière minute du 22h. On va parler d'autre chose. On est en pleine Coupe du Monde et c'est la minute foot au Sénat, avec dès ce soir et chaque soir, un regard un peu décalé des politiques fans ou pas fans du ballon rond sur la Coupe du Monde, événement planétaire. On regarde ensemble. Ah bah non, ça paraît d'une réalité. La défense paraît à peu près, quoique la défense centrale c'est pas encore du très sûr, mais paraît à peu près stabilisée. Il semblerait qu'au niveau du côté droit, un renfort soit nécessaire au niveau du poste d'avant-centre. Je dois dire que ces pays asiatiques sont en train de nous surprendre. Parce que le Japon a fait un score quand même impressionnant. En fait, on ne l'attendait pas là. Et puis voilà des équipes qui ont, si vous voulez, ce qui manque à nos grandes équipes parfois, c'est-à-dire cette joie de jouer qui permet de gagner. Il y a le pronostic qui est un souhait en quelque sorte. Puis le pronostic tout à fait réaliste. Je crois que nos Bleus vont... Je l'espère, gagner contre le Mexique, mais pas sur un gros score. Ce sera un 0 ou 2-1. Voilà, et on clôt cette page foot avec le Brésil qui a battu péniblement ce soir la Corée du Nord 2-1. Et puis retenez quand même l'information aussi politique sur la réforme des retraites avec Les Échos qui parle de l'âge légal de départ à la retraite qui serait porté à 62 ans d'ici 2018. C'est la une du quotidien d'ailleurs demain. Merci beaucoup de votre attention. Belle soirée. Alors que la France est engagée dans l'une de ces séquences dont elle a le secret, faite de mobilisation, de manifestations, de grèves et de négociations sur la question des retraites, gros plan sur ceux qui négocient ces textes, sur ceux qui s'engagent, sur ceux qui se mobilisent, et notamment sur l'un d'entre eux, François Chirec, qui vient, si je puis dire, de re-signer pour 4 ans à la tête de la CFDT. Les retraites et ceux qui les négocient, c'est le docu-débat de la semaine sur Public Sénat. Benoît Duquesne présente Le Débat. Dimanche à 10h sur Public Sénat.
partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Bon, fini pour moi, Catherine, voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas reconnu, je précise que c'est du Johnny. Reste à savoir quel impact ont ces images, quel message envoient les politiques lorsqu'ils poussent la chansonnette sur les plateaux de télévision ou lorsqu'ils choisissent des musiques pour leur meeting ou leur campagne. Alors pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les politiques aux platines et derrière les micros, avec nous 4 invités. Pierre Charvet, compositeur, vous animez sur France Musique l'émission Le Mot musical du jour et on compte sur vous pour décrypter les références et les symboles dont usent les politiques. Esteban Bourg, historien, musicologue à l'EHESS, alors auteur de ce livre sur les usages politiques de la 9e symphonie de Beethoven. Avec vous, on va voir également les usages politiques du rock, du zouk et de toutes les musiques en vogue aujourd'hui sur la scène politique. Philippe Lanchener, spécialiste en communication politique et fondateur de l'agence Value, et Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. Alors on va commencer par décrypter justement cet exercice qui consiste à chanter du Johnny, un exercice à part entière. Nicolas Sarkozy, on l'a vu, s'y était mis dès 2001 et son ministre de l'Identité nationale, Éric Besson, s'y est remis très récemment. Vous pourriez nous chanter quelque chose si on vous met le fond de musique? Alors je ne sais pas, j'ai peur de massacrer. Mais... Alors c'est quoi votre chanson préférée de Johnny? Oui. C'en est une qui est assez peu connue. Comme des revenants de guerre, comme des revenants du front, ils ont la peur aux yeux, ils ont la ride au front, comme de jeunes vieux. Ils marchent un peu courbés, ils font un peu pitié, ils font un peu pitié. Et c'est là que tout ça prend tout son sens. Ce que l'amour a blessé. J'arrête là. C'est pas mal du tout. Voilà, alors ce qui est amusant, c'est que c'est pas la musique de Johnny qu'on entendait en bruit de fond. Non, c'est une chanson de Johnny beaucoup moins connue que nous interprète Éric Besson. Alors la question, c'est quelle image il renvoie là quand il se prête à cet exercice, selon vous, Denis Bertrand? Enfin, il change le rapport entre musique et politique. Le rapport traditionnel qui est un rapport de la musique a une fonction de mobilisation, c'est la fonction de créer un grand acteur collectif mu dans la même direction, soudé par la musique. Ce qu'on va voir d'ailleurs tout au long de l'émission. Or ici, évidemment, c'est un usage paradoxal puisque c'est un usage strictement privé.